débuter cette capsule, en fait, qui va parler des comportements de consommation responsables, on va commencer par dresser un petit peu un bilan des freins, c'est-à-dire pourquoi les gens se désengagent ou pourquoi ils ne se mobilisent pas vers des pratiques de production et de consommation responsables qui vont soutenir la mise en œuvre de l'économie circulaire. Donc on abordera dans un premier temps les freins, puis dans un deuxième temps les leviers. On dressera un petit peu un portrait des leviers actuels, de ce qui existe, que ce soit en termes de réduire la consommation, de réemployer, réutiliser, réparer. On parlera également rapidement de l'éco-conception également, qui est de plus en plus mise en œuvre par les compagnies actuellement, mais qui ont un impact extrêmement positif sur les consommateurs, notamment pour les éclairer dans le choix de leurs produits qu'ils décideront d'acheter, puisque ça permet en fait l'éco-conception de visualiser les impacts environnementaux d'un produit. Et cette information-là peut être communiquée aux consommateurs pour qu'ils fassent des choix éclairés. Le consommateur, aujourd'hui, l'archétype du consommateur, on pourrait dire, oscille entre un hyper-consommateur qui est friand de technologie, qui est très exigeant vis-à-vis des biens qu'il consomme, surtout dans le domaine de l'électronique, et également un consommateur à l'autre bout, en fait, qui est un consommateur responsable, qui est conscient des impacts environnementaux, sociaux et éthiques de ses produits, puis qui veut utiliser son pouvoir d'achat pour faire changer les choses. Néanmoins, entre ces deux spectres extrêmement polarisés, on pourrait dire qu'il y a la majorité des consommateurs qui oscillent tantôt vers un hyper-consommateur, puis tantôt vers un consommateur responsable. Puis on se rend compte en fait qu'un consommateur éduqué et sensibilisé ne va pas forcément acheter et se comporter de manière responsable, puisqu'il y a tout un contexte qui va rentrer dans ces choix-là, que ce soit le contexte économique, social, politique, etc. Sont autant de raisons en fait, qui vont influencer son comportement de consommation. On parle en fait, quand les intentions et les actions ne convergent pas ensemble, on parle de green gap, et c'est là en fait que revêt toute l'importance de développer un affichage environnemental et de promouvoir toutes les stratégies qui visent à mieux informer le consommateur puis à mieux le sensibiliser. Plusieurs freins aujourd'hui peuvent expliquer le désengagement des consommateurs dans une transition vers l'économie circulaire, plus spécifiquement dans le domaine de l'électronique. Il y a beaucoup de défis à relever, que ce soit à la fois pour le fabricant et pour le consommateur. On pourrait dire que ces deux acteurs doivent travailler en synergie ou en collaboration, dans la mesure où lorsque le fabricant met en œuvre des stratégies d'éco-conception pour, par exemple, prolonger la durée de vie des produits, il faut s'assurer ensuite que ces stratégies soient explorées du point de vue du consommateur. Aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte où l'achat est beaucoup plus intéressant pour le consommateur, puisque lorsque son produit va tomber en panne, en fait, l'acte de réparation tend à disparaître des mœurs et des us et coutumes des consommateurs. On est vraiment dans un contexte d'obsolescence économique où justement le coût de la main-d'œuvre est plus élevé dans les pays développés que dans les pays en développement. Le coût des pièces détachées, leur disponibilité, etc. sont autant en fait de freins à la réparation des produits électroniques. Il y a d'autres freins également d'un point de vue plus psychologique et technologique. Aujourd'hui, le consommateur est friand de nouveautés. Il est exigeant vis-à-vis de la performance des équipements électriques et électroniques qu'il possède. Donc, ça va faciliter la mise en œuvre de l'obsolescence technologique et psychologique dans la mesure où l'entrée sur le marché de nouveaux produits, en fait, va faciliter le changement du produit, son remplacement, en fait, puisque le consommateur va avoir tendance à des fois dévaloriser ou déprécier les produits qu'il possède pour en acquérir de nouveaux. Il y a également une autre forme d'obsolescence qui peut être un frein aujourd'hui dans la transition vers une économie circulaire, qui est l'obsolescence écologique, en fait. On se rend compte que la conscience écologique plus élevée des consommateurs fait en sorte que ça va devenir même un levier pour changer de produit. Néanmoins, il faut être prudent vis-à-vis de cette forme-là d'obsolescence, parce qu'on se rend compte, par exemple, dans le cas des téléviseurs, à l'époque, il y a eu une transition du téléviseur cathodique vers le téléviseur à écran plat. Le téléviseur cathodique consomme plus d'énergie que le téléviseur à écran plat, mais on s'est rendu compte qu'il y a eu des effets rebonds, c'est-à-dire que le consommateur a changé de téléviseur. Il a été vers un écran plat, mais le design épuré de ce dernier a fait que les consommateurs ont acheté des plus grands formats de télévision. Et donc, ça a annulé les bénéfices environnementaux qu'on s'attendait à avoir. Autre enjeu intéressant, également au niveau des leviers, tout ce qui est lié à l'affichage environnemental des produits électroniques. On se rend compte qu'au-delà de la consommation énergétique, il y a peu d'informations au consommateur qui va le guider vers un choix plus écologique et plus responsable. Au niveau des stratégies qui existent davantage du côté des fabricants, mais qui vont avoir une répercussion sur les consommateurs,
On pourrait parler d'éco-conception. L'éco-conception est un outil extrêmement intéressant, que ce soit pour l'équipe de conception, les designers, les ingénieurs, mais également pour la compagnie, mais de manière générale, puisqu'elle va communiquer grâce à l'éco-conception la performance environnementale de son produit aux consommateurs. Un des bénéfices importants de s'aligner vers un affichage environnemental et de communiquer aux consommateurs une information qui soit pertinente, objective et comparable avec d'autres produits, ça va vraiment permettre de lutter contre le phénomène d'éco-blanchiment qui est connu sous le terme anglais de greenwashing, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le consommateur a perdu confiance dans la communication environnementale, dans les performances environnementales d'un produit. Il y a une confusion vis-à-vis des écolabels, des affichages, etc. existants. C'est un peu une jungle, on va dire, dans laquelle le consommateur se retrouve un petit peu à devoir lui-même faire le travail d'aller chercher l'information, de la démystifier, puis de la comprendre pour faire des choix éclairés. L'avantage justement de l'affichage environnemental, c'est que ça va vraiment donner une information objective et ça va permettre aux consommateurs de faire des comparaisons. Aujourd'hui, donc au niveau des initiatives intéressantes qui sont menées à l'échelle internationale, on note notamment en France la loi consommation qui depuis 2015 vise à fournir davantage d'informations aux consommateurs à l'achat de produits électroniques. Il y a différentes informations, notamment la durée de disponibilité des pièces détachées qui est communiquée à l'achat du produit. Aussi, pour soutenir la réparation, le fabricant a une période de 2 mois maximum pour fournir les pièces détachées de certaines composantes principales du produit électronique. Les garanties légales ont été augmentées, elles sont passées de 6 mois à 2 ans. Et un autre fait qui est assez intéressant, c'est que l'obsolescence programmée est vraiment considérée comme un délit en France, c'est-à-dire que les compagnies peuvent aller jusqu'à 300 000 € d'amende ou donner un pourcentage de leur chiffre d'affaires si elles sont accusées à raison en fait, d'avoir mis en œuvre l'obsolescence programmée, c'est-à-dire d'avoir délibérément raccourci la durée de vie d'un produit. Dans les leviers actuellement très saillants des tendances de consommation responsable, l'achat local est extrêmement prégnant dans les comportements des consommateurs, surtout dans le domaine de l'alimentaire, mais également dans le domaine des cosmétiques et des nettoyants ménagers. Les consommateurs privilégient de plus en plus justement d'acheter des produits qu'ils connaissent et d'investir leur argent au sein de la communauté. Donc on voit l'émergence de toute une pratique de consommation et de production avec des circuits extrêmement courts entre producteurs et consommateurs. Ça va même au-delà donc de l'alimentaire, des cosmétiques et des nettoyants ménagers. On le voit même au niveau des petits produits utilitaires. Il y a de nombreux marchés éphémères aujourd'hui qui permettent de rapprocher les designers de produits, les artisans, les créateurs avec les consommateurs. Il y a beaucoup de marchés actuellement éphémères et ou également même des musées qui sont des vitrines en fait et des savoir-faire locaux au Québec. Au niveau de la location, alors actuellement, il y a également beaucoup de stratégies qui sont mises en place par les citoyens eux-mêmes, mais également par les entreprises. On se rend compte que, comme je l'ai dit précédemment, avec la réparation, il y a des bibliothèques d'outils qui offrent de l'outillage aux consommateurs qui ne souhaitent pas s'équiper forcément de produits d'outillage pour aller réparer ses propres produits électroniques. Il y a également d'autres stratégies actuellement au-delà de la consommation collaborative, toutes les activités liées au fait maison, c'est-à-dire que les consommateurs de plus en plus se détournent de l'acte d'achat pour privilégier la production de produits, d'objets, mais également d'autres activités plus immatérielles comme faire son potager, justement pour lutter contre les biens un petit peu standardisés et les biens qui sont transformés issus de la production industrielle. Là encore, la barrière est poreuse. On se rend compte que beaucoup de personnes vont vers les activités de do-it-yourself, mais parce que ce sont plus des bricoleurs, des amateurs, des rénovateurs, et pas forcément des consommateurs responsables. Dans la littérature scientifique, c'est également un petit peu en pleine effervescence, parce qu'on se demande à quel point faire par soi-même, c'est plus écologique, ça minimise les impacts environnementaux. Parce que acheter, s'équiper pour faire soi-même peut multiplier et augmenter le gaspillage, l'utilisation des ressources par rapport à des systèmes de production plus standardisés. C'est là qu'intervient une notion hyper intéressante, c'est la suffisance, c'est-à-dire comment on fait mieux avec moins, c'est-à-dire comment le consommateur va consommer mieux, mais va consommer moins tout en atteignant un même degré de satisfaction. La suffisance, elle implique différentes stratégies, notamment des stratégies de consommation collaborative, des stratégies d'économie de la fonctionnalité, où on se rend compte qu'il est mieux de partager l'utilisation d'un produit pour lutter contre sa sous-utilisation. On se rend compte donc qu'il est essentiel d'impliquer donc, le consommateur dans une
dans les stratégies visant à introduire l'économie circulaire, puisque de manière consciente ou inconsciente, ces comportements, on l'a vu à travers le cas du réfrigérateur, du téléviseur, entre autres, peuvent annuler, en fait, ces comportements peuvent annuler les bénéfices environnementaux qu'on s'attendait à avoir. S'il y a une chose qui me tient à cœur aujourd'hui, que j'aimerais que vous reteniez de tout ce qu'on a pu discuter et présenter aujourd'hui, c'est que vraiment le train est en marche actuellement, que les comportements de consommation évoluent de plus en plus vers des tendances extrêmement responsables, qu'on essaie justement d'évoluer vers des stratégies où on ne lègue pas un fardeau ou une dette aux générations futures, mais qu'on essaye petit à petit en fait d'amener le consommateur vers des choix de consommation de plus en plus écologiques, mais également éthiques et sociales, que ce soit à travers la consommation collaborative, par la redistribution et la mutualisation, que ce soit vers du transport durable, que ce soit vers soutenir la réparation pour prolonger la durée de vie des biens. Il y a une multitude aujourd'hui de stratégies, et un éventail en fait de stratégies qui sont à disposition des consommateurs. On n'est pas obligé d'aller vers toutes ces stratégies, on peut choisir nos batailles, et puis on peut se dire je vais aller vers cette stratégie-là parce que c'est celle qui me semble la plus facile à mettre en œuvre. Et petit à petit, en fait, on se rend compte qu'on converge, chacun met sa pierre à l'édifice, puis on converge en fait ensemble vers la construction d'un avenir qui est plus viable pour les générations futures.